C'est un plaisir d'accueillir Catherine Granadi, qui est biophysicienne au Muséum national du sciences terrestres. On voit pas tellement de gens du muséum ici parce que c'est très rare, c'est beaucoup de choses. C'est peu relié quand même au domaine de la. Et donc, on lui a demandé de nous parler de quelque chose qui est récemment sorti de la vie nouvelle. Il est là, je pense, un avis important, moi je ne sais pas encore très bien tout ce qu'il est. Donc, il y a le gene meeting, quelque part comme la chirurgie du gène, on est parti sur le gène chirurgie dynamique, c'est très important d'entendre parler de cette chirurgie qui sera plus déterminée à tous. Voilà, donc allez, merci beaucoup de votre présentation. Merci bien. Donc, comme vous l'avez compris, je ne suis pas médecin, mais je vais vous parler effectivement d'un de mes sujets d'étude, qui est la technologie CRISPR. Et en particulier, mon expertise, je dirais, elle est en génétique moléculaire et vous allez voir que le CRISPR prend tout son sens dans ce domaine. Donc, ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, et que je vais tenter de faire, c'est de vous montrer comment cette nouvelle technologie, qu'on appelle souvent chirurgie du gène, effectivement, peut être un apport pour la médecine. Donc, c'est vous qui l'avez passé? Okay. Donc, en fait, ce que je me propose de faire là, pendant les 20 ou 30 minutes qui viennent, c'est déjà quand même de planter un peu le paysage pour vous montrer les grands principes de l'édition du génome avec CRISPR. Vous m'entendez? D'accord. Et puis, ensuite, j'ai choisi quelques applications dans le domaine biomédical pour essayer de vous montrer effectivement l'intérêt que ça peut avoir pour la médecine en général. Alors, on va commencer par voilà, comment ça marche, l'édition du génome. Donc, l'édition du génome, c'est modifier de manière contrôlée la séquence d'ADN. Donc, en fait, on savait faire ça depuis la fin des années 80, mais dans les années 2000, il y a eu une avancée majeure qui a été faite avec la découverte et l'utilisation de ce qu'on appelle des nucléases à façon. Donc, ce sont en fait des ciseaux moléculaires, des molécules qui vont être capables d'aller couper l'ADN à un endroit très précis. Et donc ça a permis de faire de la modification de séquences de manière ciblée, ça c'est très important, on peut aller cibler un gène d'intérêt et rien d'autre, et de manière efficace. Alors en 2013, un autre pas en avant a été fait avec la technologie CRISPR, en fait, qui sont aussi des nucléases à façon. Et pourquoi ça a changé les choses, c'est qu'il y a eu vraiment un changement d'échelle, parce que vous allez le voir, c'est très facile à utiliser, c'est très rapide et du coup, c'est effectivement peu onéreux. Donc moi, j'aime bien dire qu'on est vraiment passé d'une ère un peu artisanale de l'édition du génome à une ère industrielle avec CRISPR. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, en si peu d'années, entre 2013 et 2020, ça a suffi pour qu'il y ait un prix Nobel d'attribuer, tellement on voyait l'importance de toutes les applications possibles. Non. Alors, plus précisément, c'est quoi CRISPR? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une nucléase qui est composée de deux acteurs. La nucléase à proprement parler, donc, qui s'appelle Cas9, donc qui est une protéine, et l'autre acteur, c'est un ARN guide, puisqu'effectivement, c'est une coupure qui va être guidée par un ARN. Alors, cet ARN guide a une structure très particulière. Il est composé de deux parties que vous voyez ici. Alors, une partie constante en orange, dont le rôle est de recruter la protéine Cas9. Et ensuite, une partie variable en violet ici, qui en fait est complémentaire de l'ADN cible que vous voulez modifier. D'accord ? Et donc, ce qui se passe, c'est que ce complexe va être capable d'aller se fixer sur l'ADN à l'endroit choisi, moyennant le fait que sur l'ADN est présent une petite séquence qu'on appelle PAM, ici en rouge, pour Protospacer Adjacent Motif, qui est en fait absolument nécessaire pour que la protéine Cas9 puisse couper. Et donc, une fois que le système est fixé, on a bien coupure sur les deux brins d'ADN.
Donc, vous voyez, le système est vraiment simple, hein, une protéine, toujours la même, et un ARN guide qui est finalement simplement complémentaire à un ADN cible. Donc, pour vous... Je ne sais pas pourquoi. Donc, dans la vraie vie, finalement, comment ça marche? En fait, vous allez voir, c'est aussi simple que ce que je vous montrais. Donc, imaginez un jour, vous serez, si vous êtes amené à faire ce genre d'études ou à regarder des publis, donc vous avez un gène cible d'intérêt, ici, la séquence d'intérêt. Dessiner votre guide, c'est très facile, hein. Vous prenez la séquence qui est complémentaire sur 20 nucléotides à cette séquence. J'ai oublié de vous dire, effectivement, c'est 20 nucléotides qui sont reconnus, 20 paires de bases, et la séquence constante fait autour de 80 nucléotides. Donc, on se retrouve avec un ARN qui fait une centaine de nucléotides. Donc, pour choisir votre séquence, vous vérifiez qu'il y a bien cette petite séquence PAM. Donc, vous voyez, c'est une séquence très courte qui doit être présente. Et puis, donc ça, c'est une expérience telle qu'elle avait été faite finalement dans le premier papier Princeps de Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Donc, dans un tube à essai avec un ADN plasmidique, un ARN guide et la protéine Cas9 recombinante. Donc, vous formez le complexe entre la protéine Cas9 et l'ARN guide en utilisant des quantités croissantes en présence de leur cible, hein, de l'ADN cible. Vous voyez ici, c'est un gel d'électrophorèse. L'ADN de départ. Et que se passe-t-il quand on rajoute finalement la Cas9 et le guide? Vous voyez que cet ADN de départ disparaît. On voit apparaître deux autres produits qui ont une taille bien déterminée et qui correspondent exactement à une coupure sur l'ADN à un endroit précis. Donc finalement, vous voyez, c'est vraiment comme une enzyme de restriction, mais la grande différence, c'est que c'est vous qui avez choisi le site que vous allez couper. Et en plus, le gros avantage par rapport à l'enzyme de restriction, c'est que comme la séquence de reconnaissance est assez grande, vous allez pouvoir être spécifique à l'échelle d'un génome, c'est-à-dire couper à un endroit donné et pas ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est pour vous montrer que la coupure, et vous voyez ici, sur cet exemple, la coupure peut être très efficace. Ça n'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, c'est un outil, donc, comme vous le voyez, facile à obtenir. Hein, c'est juste un ARN complémentaire et une protéine. Et aujourd'hui, si on veut, dans un laboratoire où on veut faire l'expérience, on peut se mettre devant son ordinateur, écrire la séquence d'ARN, la commander chez un fournisseur, commander la protéine Cas9 et 2 jours après, on a tout ce qu'il faut pour faire l'expérience au laboratoire. Donc, c'est ça aussi qui a fait le succès de cette approche, c'est qu'elle est vraiment accessible à tous les laboratoires de biologie. Alors, là, quand même, je voulais vous rappeler que l'origine de ce système, en fait, ce système est inspiré d'un système naturel. Il s'agit d'un système de défense qui existe chez beaucoup de bactéries. Donc, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais lors d'une infection de la bactérie par un phage, par exemple, le système CRISPR va être impliqué dans la destruction de l'ADN de ce phage, donc la coupure et la destruction de l'ADN de ce phage. Et en fait, CRISPR, c'est un locus bactérien, donc génomique, et CRISPR, en fait, c'est un acronyme qui signifie Clustered Regularly Interspace Short Palindromic Repeats, en fait, qui décrit la structure génomique de ce locus, qui est très particulière et qui est nécessaire justement à cette réponse, cette réponse de défense des bactéries, dont le résultat final est finalement la coupure de l'ADN. Et en fait, il a fallu 25 ans pour comprendre à quoi servait ce locus CRISPR et quels étaient les acteurs moléculaires. Et c'est avec la compréhension fine de ce mécanisme que, fin 2012, début 2013, on a pu proposer, quand je dis on, c'est les lauréats du prix Nobel, mais aussi beaucoup d'autres laboratoires qui avaient participé à toutes les étapes de la découverte, proposer d'utiliser ce système pour faire de l'édition du génome, c'est-à-dire pour aller couper n'importe quelle séquence hors du contexte bactérien. Donc, c'est une vraiment très jolie histoire de découverte scientifique. Si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder, de lire des choses à ce sujet. Alors, après cette petite parenthèse, on va revenir à l'édition du génome. Donc là, moi, je vous ai dit que CRISPR, c'était capable de couper l'ADN. Mais en fait, ce qu'on veut faire, ce n'est pas couper l'ADN, c'est le modifier. Alors, qu'est-ce qui se passe après la cassure de l'ADN?
En fait, quand on fait une cassure sur le génome, on va induire des mécanismes de réparation de la cellule, parce que vous comprenez bien que la cellule n'aime pas avoir son génome endommagé. Et donc, ces mécanismes de réparation naturelle, ce sont eux qui sont responsables ensuite des mutations qui vont être réduites à l'endroit où vous avez fait la cassure. Alors, en fait, ici sont schématisées les deux grandes façons de réparer l'ADN dans une cellule, qui correspondent à deux grandes façons d'utiliser CRISPR. Alors, plus précisément, quand on utilise CRISPR toute seule, ça va casser l'ADN et il y a un mécanisme qu'on appelle NHEJ pour non-homologous enjoining qui va simplement religuer les deux extrémités cassées. En faisant ça, normalement, ce mécanisme est très fidèle. Vous pouvez comprendre que si c'est un mécanisme naturel, on n'a pas intérêt à faire des mutations en général. Mais il se trouve que quand on traite par une nucléase, on va faire, tant que la cible est là, la nucléase va couper la cible. Et donc, ce système va finir par être débordé et par faire des mutations à l'endroit où on a fait la cassure. Donc, on va faire des mutations qui sont des petites insertions, des petites délétions. Petites, c'est majoritairement moins que 10 paires de bases. D'accord. Mais ça, c'est un mécanisme qui est très efficace. Et évidemment, ça ne permet pas de faire des mutations contrôlées. On ne peut pas prédire a priori la mutation qu'on va faire, mais c'est très utile quand on veut faire de l'inactivation de gènes. Parce que vous comprenez que si on enlève quelques nucléotides, ça peut permettre de décaler un cadre de lecture sur une séquence codante, de faire un codon prématuré et donc d'empêcher la production de la protéine. Donc, c'est une approche qui est très utilisée pour inactiver des gènes de façon ciblée et donc qui a permis de grandes avancées en génomique fonctionnelle. Alors, l'autre façon d'utiliser CRISPR, c'est de l'utiliser en association avec un ADN que l'expérimentateur a conçu. Alors, cet ADN a une structure particulière. Alors, en vert, c'est la séquence telle que vous voudriez la modifier. Donc, ça peut être un gène que vous voulez intégrer ou ça peut être juste un changement de paire de base. Donc, voilà, c'est vraiment la modification voulue. Et de part et d'autre de cette modification voulue, ce sont des séquences qui sont homologues à la séquence génomique autour de la cassure. Alors, cet ADN, il va servir de substrat à l'autre voie machinerie de réparation qui existe dans la cellule, qui est la voie de recombinaison homologue, on va dire, plus généralement de réparation qui passe par des homologies de séquences. Et alors, ce qu'on obtient au final, c'est un ADN qui va être modifié exactement comme on veut, c'est-à-dire qu'il va avoir intégré cette séquence verte qui correspond à la modification de séquence voulue. D'accord ? Donc, la grande différence entre ces deux façons de faire, c'est que là, on a au site de coupure, je dirais, au site d'intérêt, une séquence qu'on a parfaitement contrôlée. D'accord ? Mais, donc évidemment, ça c'est finalement le rêve, puisqu'on aimerait vraiment faire exactement ce qu'on veut. Mais c'est encore aujourd'hui assez difficile de faire ça, parce qu'en général, cette voie de réparation, qui est une voie naturelle, elle est naturellement beaucoup moins efficace que l'autre. Et donc ça, c'est une limite intrinsèque à la biologie des systèmes sur lesquels on veut modifier les séquences. Donc aujourd'hui, c'est encore un enjeu d'essayer d'optimiser cette voie-là. Et vous allez voir qu'il y a de nouvelles générations de CRISPR qui arrivent pour répondre à cet enjeu-là. Donc, néanmoins, CRISPR, depuis 2013, a été utilisé dans un grand nombre de systèmes biologiques, que ce soit en cellules primaires, cellules souches, dans des organoïdes, chez aussi une grande diversité de modèles animaux. Je vais vous montrer quelques exemples, mais aussi chez les plantes, chez les bactéries, etc. Donc, en fait, les applications, elles sont immenses, vraiment. Alors, en recherche, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la médecine ou en agriculture. Alors, à ce stade, ce que j'ai choisi de faire, c'est de vous montrer effectivement en quoi ça pouvait servir pour la médecine. Donc, j'ai fait deux choix. Un, vous montrer que ça permettait de créer de manière très simple et rapide des modèles animaux, des modèles de maladies. Et ensuite, vous dire un peu où on en est de ces utilisations en thérapie génique et cellulaire. Donc, on va commencer par les modèles de maladies. Donc, là, j'ai choisi une étude qu'on a faite au tout début de l'histoire CRISPR avec un laboratoire à Nantes qui travaille chez le rat. Alors, pourquoi j'ai choisi cet exemple? C'est que
Chez le rat, en fait, avant d'avoir les nucléases, on ne savait pas faire d'animaux mutants, contrairement à la souris, parce qu'on n'avait pas de cellules souches embryonnaires. Et donc, on ne savait pas faire ça. Donc, la communauté qui travaillait chez le rat, évidemment, a été très avide de ces nouvelles technologies. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est un modèle de myopatite du chêne, parce qu'en fait, il existe un modèle souris qui est la souris MDX, mais qui, en fait, ne récapitule que très partiellement la pathologie humaine. Donc, l'idée, c'était de créer un modèle chez le rat en espérant que ça puisse être plus proche de la pathologie humaine. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire des mutations dans l'exon 23, c'est ce qui est fait dans le modèle souris. Et donc, on a pu obtenir, vous voyez, en injectant au stade une cellule des rats, donc dans les zygotes, on injecte la nucléase, on réimplante ces embryons chez une femelle et puis on analyse les nouveau-nés et puis ensuite on génère une lignée. Donc, on a pu avoir plus de 12% d'animaux mutants. Et en fait, on peut parfois avoir même plus. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont très efficaces. Et donc, là, je vous donne un exemple d'une lignée qui a été ensuite caractérisée plus avant par le laboratoire de Nantes, où en fait, on a bien fait une délétion. Vous voyez ici les petits traits pour les bases manquantes dans l'exon 23. Et donc, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'expression de la dystrophine, qui est la protéine produite à partir de ce gène, dans les rats sauvages et dans ce rat mutant qui a été produit, dans le muscle cardiaque ou un muscle squelettique. Vous voyez ici en immunohistochimie la dystrophine en rouge, assez forte dans le rat sauvage, bien sûr, et qui a pratiquement disparu, puisqu'on n'a presque plus de marquage dans le rat mutant. Donc, effectivement, on a bien inactivé ce gène-là. Et ensuite, à Nantes, ils ont caractérisé le phénotype de ces souris et notamment ont montré que les fonctions musculaires étaient très affectées, notamment au niveau, évidemment, moteur, mais aussi cardiaque. Et ça, c'était une bonne nouvelle, entre guillemets, puisque, en fait, le modèle souris ne présente pas de cardiomyopathie, alors que le modèle rat en présentait. Donc, en fait, avec cet exemple, je voulais vous montrer que du coup, ce système est utilisé aujourd'hui pour mieux comprendre la physiopathologie de la maladie et aussi pour évaluer des traitements. À Nantes, c'est notamment un labo qui travaille beaucoup sur des approches de thérapie génique, donc ils utilisent ce système dans ce contexte. Et d'autre part, là, j'ai pris un exemple chez le rat, mais en fait, il faut savoir qu'il y a énormément de modèles animaux qui ont été modifiés, notamment pour faire des modèles de maladies, avec cette technologie. Par exemple, le zebrafish, qui, vous savez, est aujourd'hui un organisme modèle qui a un fort potentiel, notamment pour la compréhension de maladies et le test de médicaments, et donc qui sont utilisés pour des approches de génomique fonctionnelle, mais aussi pour effectivement traiter, évaluer des traitements. Donc, un autre exemple qui est un exemple d'animal modifié, alors cette fois-ci avec une application directe en médecine, c'est la modification de porcs avec l'idée de les utiliser pour de la xénotransplantation et donc comme alternative aux dons d'organes. Donc, vous savez mieux que moi que c'est un vrai enjeu. Donc, ce qui est le principe ici de l'approche, c'est en fait de modifier l'animal en ciblant des gènes qui sont impliqués dans le rejet de greffe. D'accord ? Donc, c'est ce qui a été fait. Et en fait, il y a quelques mois, il y a eu un premier essai de transplantation de cœur de porc chez l'homme. Alors, c'était un homme qui n'avait pas d'autres alternatives thérapeutiques. Donc, il y a eu un certain bénéfice pendant quelques mois, mais qui malheureusement ensuite est décédé 2-3 mois après. Alors, évidemment, il reste à savoir, et ce n'est pas encore établi, est-ce que la dégradation de son état est due à la transplantation ou à autre chose. Mais néanmoins, c'est un premier essai qui est quand même encourageant, même s'il y a d'autres études à faire pour essayer de comprendre justement encore les améliorations à implémenter. Alors, je vais maintenant passer à ce qu'on fait avec CRISPR donc, en thérapie. Donc, finalement, c'est une nouvelle façon de faire de la thérapie génique. Effectivement, dans la thérapie génique standard, ce qu'on fait, c'est ajouter le gène normal
quand on veut traiter une maladie génétique. Donc, évidemment, avec CRISPR, on peut faire ça. Mais quand on fait ça, on va le faire de manière beaucoup plus précise parce qu'on va pouvoir ajouter le gène normal, mais à un endroit génomique qu'on aura choisi. Et vous savez qu'au départ de la thérapie génique, les insertions un peu non contrôlées des gènes pouvaient être un problème. Donc ça, évidemment, on va l'éviter avec CRISPR. Et puis, on peut faire aussi beaucoup d'autres choses parce qu'on peut aussi corriger directement la mutation responsable de la maladie ou même, et vous allez voir que dans certains cas, ça peut être une approche vraiment intéressante, inactiver des gènes pathologiques. Et dans ce cas-là, on n'a pas forcément besoin de faire une modification précise. Et comme je vous l'ai dit, c'est une approche qui marche très, très bien. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples qui sont dans cette configuration-là parce qu'on sait que c'est la plus favorable. Alors, évidemment, là, il y a beaucoup d'essais en cours pour essayer de voir à quel point c'est efficace, à quel point c'est plus efficace que ce qui existe aujourd'hui pour les pathologies qui vont être évaluées, sur lesquelles ça va être évalué, et puis quelle est finalement la sûreté de ce traitement sur le long terme. Alors, il y a deux grandes façons d'utiliser CRISPR dans ces études. Celle qui est beaucoup utilisée, c'est ce qu'on appelle les approches ex vivo, c'est-à-dire on va prélever des cellules de patients, typiquement des cellules souches hématopoïétiques, on va les modifier en laboratoire avec CRISPR, et puis on va les retransférer chez le patient en espérant avoir un bénéfice thérapeutique. Je vous montrerai des exemples. Alors, l'autre façon de faire, c'est les approches in vivo, c'est-à-dire où là, on va traiter directement le patient et la modification de séquence va se produire directement dans l'organisme. Alors ça, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'il y a tout l'aspect, c'est presque indépendamment de CRISPR, mais ce qui est important, c'est d'aller cibler avec votre médicament, donc ici votre nucléase, les cellules d'intérêt. Et ça, c'est un enjeu de ce qu'on appelle le transfert de médicaments, le delivery, qui est pas toujours facile. Donc, vous allez voir que les systèmes où ça marche, c'est des systèmes qui sont des organes qui sont facilement accessibles, comme les yeux, par exemple, ou le foie. Alors, là, je vous montre un exemple sur lequel on a travaillé avec le laboratoire d'Anarita Michio, qui en fait travaille sur des approches de thérapie génique à l'hôpital Necker. Donc, Anarita travaille depuis de longues années sur le locus de la globine et les pathologies associées, donc typiquement la drépanocytose ou la bêta-thalassémie. En fait, quelles sont les approches utilisant CRISPR qu'on pourrait utiliser dans ce cadre? Donc, la drépanocytose, en fait, est due à une mutation dans le gène de la bêta-globine. Ici, vous voyez le locus de la bêta-globine. Donc, évidemment, il y a des choses qui sont faites pour utiliser CRISPR pour corriger directement cette mutation ponctuelle et pouvoir rétablir l'expression de la bêta-globine et donc avoir un bénéfice thérapeutique éventuellement. Mais en fait, ce dont je vais vous parler, c'est la stratégie qu'a choisie Anarita, qui en fait permet de traiter non seulement la drépanocytose, mais aussi la bêta-thalassémie. Alors, cette stratégie, elle consiste en quoi? Elle consiste à mimer des mutations qui ont été décrites dans des patients qui ont des symptômes beaucoup plus atténués, qui sont donc des patients HPFH. Et en fait, c'est basé sur le fait que ce sont des mutations qui sont dans des régions régulatrices, donc dans des promoteurs du gène de la gamma-globine. Et donc, la réexpression du gène de la gamma-globine va permettre l'expression de l'hémoglobine fétale qui va pouvoir compenser le défaut de la chaîne bêta. Du coup, c'est une stratégie qui est attractive parce qu'effectivement, on peut traiter les deux pathologies. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Là, je fais un focus sur justement le promoteur du gène de la gamma-globine. Donc, en fait, on a essayé de dessiner des CRISPR sur 3 sites particuliers qui étaient des sites soit connus, comme BCL11A, soit potentiels de régulation donc, négative de la transcription du gène. Donc, on a dessiné ces guides et là, vous voyez, première étape, on évalue à quel point CRISPR est capable de modifier la séquence d'ADN. Et donc, vous voyez, donc là, c'est
le taux de modification, on a dans ce cas-là des taux de modification qui sont très efficaces, hein, puisqu'on a toujours plus de 60% de séquences d'ADN qui ont été modifiées dans une population cellulaire. Donc, vous voyez que ça peut être vraiment très efficace. Donc, en fait, ce qu'on peut faire plus précisément, c'est regarder les séquences, hein, parce que donc là, l'idée de la stratégie, c'est d'aller casser finalement ces sites de reconnaissance de répresseurs transcriptionnels. Donc là, ce qu'on voit, c'est on a fait un focus sur le site de fixation du facteur qui s'appelle LRF. Et donc ça, c'est la séquence de départ ici, avec, vous voyez, le site de fixation en rouge. Et vous voyez que toutes les modifications, les petits traits pour les délétions, là, on a aussi certaines petites insertions. Donc, comme je vous le disais, vous voyez que ce sont toujours des petits événements. Mais vous voyez, la bonne nouvelle ici, c'est que finalement, même si on a un ensemble de mutations, on n'a pas qu'une seule modification, comme je vous le disais, hein, c'est des choses qu'on ne contrôle pas forcément au départ. Mais la bonne nouvelle, c'est que finalement, elles tombent toutes dans le site de fixation de ce facteur. Donc, ça veut dire qu'elles vont toutes faire ce qu'on veut qu'elles fassent, c'est-à-dire inactiver la fixation du facteur et donc pouvoir éventuellement permettre la réactivation du gène. Donc, est-ce qu'effectivement, il y a réactivation du gène de la gamma-globine et expression de l'hémoglobine fétale? Donc, c'est ce qu'a regardé Anarita ici au fax. Vous voyez le résultat. Dans ce petit carré à droite, donc ça, les contrôles, où on n'a pas du tout d'expression hein, quand c'est non traité. Et avec les CRISPR, on voit apparaître des cellules qui vont exprimer l'hémoglobine fétale. Et vous voyez que dans 2 des cas, ici, on a plus de 70% de cellules qui vont réexprimer l'hémoglobine fétale. Donc, c'est vraiment très efficace. Et donc, ce qui a été fait ensuite, c'est regarder sur vraiment le phénotype des globules rouges, ce qui se passait. Donc, sur des globules rouges dérivés de cellules souches hématopoïétiques de patients drépanocytaires, donc ces cellules souches avaient été traitées par CRISPR. Et donc, vous voyez ici les cellules le contrôle et les cellules traitées, donc le contrôle avec des cellules vraiment en forme de fossiles, hein, typiques de la drépanocytose. Et là, vous voyez qu'on a rétabli un phénotype normal et de manière plus quantitative, on a pratiquement autour de 70% des cellules qui ont récupéré un phénotype normal. Donc, cet exemple pour vous montrer que, voilà, avec CRISPR, en faisant des modifications, un ensemble de modifications sur un site choisi, on peut avoir des effets assez forts. Donc, aujourd'hui, cette stratégie, en ciblant le site BCL11A, il y a plusieurs essais cliniques en cours. Et donc, par ces études, Anarita a validé le fait qu'on avait une autre cible possible et elle est en train de regarder l'efficacité et la sûreté de ce traitement dans des études précliniques et bientôt cliniques. Donc, là, je suis à la fin de mon truc, donc je vais peut-être aller vite. Je vais passer ça. On en parlera dans les questions. Donc là, je voulais faire un focus sur ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire là, l'exemple que je vous ai montré, on utilisait CRISPR pour faire des modifications, un ensemble de modifications. Il n'y avait pas un intérêt à faire une modification précise. Mais dans beaucoup de cas, évidemment, c'est plus intéressant. Par exemple, pour aller corriger le gène de la bêta-thalassémie, on a besoin d'aller corriger de manière très précise ce gène-là. Et comme je vous disais, avec la première génération de CRISPR, l'efficacité est encore assez faible. Donc, sont arrivées de nouvelles générations de CRISPR, dont le principe est décrit ici. Donc, je vais aller très vite. Mais en fait, il repose sur une Cas9 modifiée. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette Cas9 va être capable de reconnaître l'ADN avec son ARN guide, mais de ne pas le couper. Donc, on va faire de la modification de séquences d'ADN sans passer par la coupure d'ADN. Donc, c'est des voies totalement différentes. Et donc, la Cas9, en plus de ne pas couper, a été fusionnée à un autre domaine protéique qui, lui, va être capable de faire la modification directement de l'ADN. Donc, il se trouve que dans les approches qu'on appelle d'édition de base, c'est une déaminase, donc qui va être capable de faire de la conversion de nucléotides. Donc, ces approches sont très efficaces, mais pour faire uniquement des substitutions de base. Et plus récemment, a été décrite une autre approche qui s'appelle le prime editing, que j'ai du mal à traduire en français, qui repose aussi sur donc un système qui ne coupe plus l'ADN,
Une Cas9 qui va être aussi fusionnée à un domaine protéique qui est ici une reverse transcriptase. Et donc, toujours le même principe. Donc, on ne va pas passer par la cassure. Donc, la conséquence de ça, c'est que ce sont des approches qui sont beaucoup plus sûres parce qu'évidemment, on va éviter, ça va être beaucoup plus propre. Donc, à la fois, on va pouvoir faire des modifications à l'endroit ciblé, comme on savait déjà bien le faire. On va pouvoir faire des modifications parfaitement contrôlées, donc on contrôlera la séquence et a priori, les effets qui pourraient se passer ailleurs seront beaucoup plus limités puisqu'on ne fait pas de cassure. Donc voilà, alors évidemment, il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment avec cette toute dernière génération, mais il y a déjà des essais cliniques en cours avec l'édition de base, enfin un essai clinique. Donc pour vous dire que les choses vont vite et bougent beaucoup dans le domaine. Alors, pour finir, j'ai récapitulé ici un peu où on en est, donc vraiment de ces développements. Donc, vous voyez que CRISPR, on a montré son utilisation pour l'édition de génome en 2013. Dès 2016, il y avait déjà les premières études sur des systèmes précliniques, donc sur des modèles animaux, qui montraient que ça pouvait fonctionner. Donc là, j'ai cité les deux premiers qui ont été publiés, mais maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Donc ça, c'était pour montrer chez une souris myopathe qu'en traitant par CRISPR, on pouvait restaurer l'expression de la dystrophine et donc les fonctions musculaires. Et puis, depuis, évidemment, de nombreuses biotech travaillent sur ces différentes approches. Et aujourd'hui, on compte plus de 50 essais cliniques en cours. Donc, pour différents types de pathologies. Alors, parmi le plus grand nombre d'essais cliniques concerne les maladies hématologiques, donc typiquement les hémoglobinopathies dont je vous ai parlé, avec différents types d'approches, et aussi des approches antitumorales, notamment pour faire de l'immunothérapie des cancers. Mais il y a bien d'autres essais en cours. Donc là, je n'ai pas le temps de le décrire, mais le message que je voulais faire passer ici, c'est donc, comme je vous disais, que ces deux domaines sont ceux qui sont le plus évalués en ce moment, avec des approches donc ex vivo. On traite les cellules du patient en laboratoire. C'est évidemment ce qui a été tenté au départ parce que c'est le plus simple, entre guillemets, et qui a le plus de chances de marcher. Mais il y a aussi quelques études in vivo, notamment la première qui a été faite, c'est pour traiter une cécité héréditaire, donc en injection subrétinale dans l'œil. Et il y a des gens, notamment à l'Institut de la Vision, qui travaillent aussi sur ce genre d'approche avec CRISPR. Et tout récemment, a été aussi lancé un essai in vivo, cette fois-ci en systémique, en injectant CRISPR sous forme d'ARN et avec des lipides, un peu ce qu'on a fait aussi pour les vaccins Covid. Et les résultats sont particulièrement spectaculaires puisqu'on a plus de 90% d'efficacité sur les premiers essais. Donc là, ce que je voulais dire avec ces quelques mots, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours sur CRISPR. Vous voyez, c'est une technologie très récente et pourtant, il y a déjà plus de 50 essais cliniques. Pour la bêta-thalassémie, la drépanocytose, il y a des essais ça a été parmi les premiers essais lancés et peut-être que dès l'an prochain, il pourrait y avoir un traitement qui soit validé par la FDA. Donc, vous voyez que les choses vont assez vite. Alors après, évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire pour savoir le bénéfice de ces approches par rapport à ce qui existe déjà et si et la sûreté aussi de ces approches à très long terme, même si aujourd'hui, finalement, il n'y a pas eu des faits secondaires très marqués qui ont été présentés. Donc, pour conclure, CRISPR, on parle souvent de révolution, mais c'en est vraiment une. Je peux vous dire qu'on l'utilise quotidiennement au laboratoire et on est tous les jours éblouis par ce que ça peut faire. Donc, pour la recherche, il y a eu déjà des avancées majeures parce que ça a permis de faire des choses beaucoup plus vite pour comprendre la fonction des gènes, mais aussi pour mieux comprendre le fonctionnement des mécanismes de certaines maladies. Donc, comme vous l'avez vu, il y a déjà pas mal d'essais cliniques en cours. Et il y a un domaine où il y a déjà des applications qui sont sur le marché, c'est le domaine de l'agronomie, alors que je n'ai pas du tout évoqué parce que ce n'est pas du tout mon expertise. Mais CRISPR est utilisé pour améliorer les plantes cultivées ou les espèces d'élevage. Et il y a déjà des choses qui sont commercialisées. Donc voilà, je m'excuse d'avoir été un peu longue et je vous remercie de votre attention. Et là, je voulais citer les gens qui sont impliqués à la fois au laboratoire et aussi nos collaborateurs dont j'ai montré certains résultats. Merci à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez… Merci beaucoup.
Et on voit effectivement de très nombreuses m'intéresse tout. Je ne sais pas poser des questions dans les 50, mais je vais faire les jeunes, savoir à quoi ça peut servir. Vous avez aussi la façon de faire chez nous, c'est poser la question de savoir est-ce que vous avez un impact de cette impact de transmission, notamment pour toutes les pathologies, on sait que les pathologies interdits dans la vie, et que la cascade de pâtes est là. Alors, votre question, c'est de dire, est-ce que CRISPR peut être utilisé pour des choses qui sont multigéniques, finalement? Oui, mais ah, ok. Non, non, tout à fait. Alors, je n'ai pas du tout eu le temps, mais vous avez raison. En fait, CRISPR, c'est, donc, comme je le disais, un système bactérien naturel qui est en fait très varié. Si on parle de Cas9, c'est qu'il y a Cas1 et Cas13. Donc, en fait, il y a une grande variété de systèmes CRISPR. Il y a une partie d'entre eux qui va être capable de casser l'ADN, comme je l'ai montré, mais il y a aussi une partie d'entre eux qui est capable d'aller casser l'ARN. Et notamment des systèmes qui sont aujourd'hui utilisés un peu comme alternative à ce qu'on faisait avec l'interférence ARN, que vous connaissez sans doute, qui est le système Cas13, qui repose un peu sur le même principe, une protéine, un ARN vide, mais qui, lui, va cibler les ARN et peut le faire de manière très efficace et, a priori, d'après ce qui est décrit, beaucoup plus spécifique de ce qu'on faisait avec les ARN interférents. Donc, effectivement, c'est possible. Alors, je ne sais pas si ça va les convaincre de dire ça, mais ce qui est, disons, connu aujourd'hui, alors on peut jamais avoir des certitudes absolues en science, mais quand même, c'est que autant on sait que pour les approches de thérapie génique, par exemple, quand on utilise, on veut, comment dire, on va introduire un ADN, notamment, vous savez, les approches de thérapie génique, souvent ce qui est fait, c'est de les mettre dans des vecteurs viraux, mettre un ADN, et donc cet ADN va rentrer. On sait que là, il y a un problème parce que l'ADN va pouvoir s'intégrer au génome. Ça, c'est bien établi, il n'y a pas de... on ne reviendra pas là-dessus. En revanche, introduire de l'ARN, à ma connaissance et dans le monde scientifique, il n'y a jamais eu d'études qui montraient que l'ARN pouvait aller s'intégrer dans un acide nucléique. Donc, et d'ailleurs, c'est un point important que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais évidemment, dans les approches CRISPR, alors on utilise aussi CRISPR, donc comme je vous l'ai dit, c'est une protéine et un ARN. Mais en fait, on peut l'utiliser sous différentes formes. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser directement sous cette forme-là, hein, protéine ARN, et il y a des essais cliniques. Ce que je vous ai montré à Narita, ce qu'elle fait, c'est ça, hein, elle l'utilise sous cette forme-là. Il y a des essais cliniques qui utilisent comme ça. Et pourquoi? C'est que justement, on s'affranchit de la question d'avoir de l'ADN. Et donc ça, c'est un gros avantage. Et comme je vous disais, sinon, on peut utiliser tout sous forme d'ARN, parce qu'effectivement, la Cas9 peut être exprimée à partir de l'ARN. Et on essaye d'éviter les approches ADN quand on le peut, hein, parce que ce n'est pas toujours évident, pour ces raisons-là. Mais l'ARN ou la protéine, a priori, ne présente pas ces complications-là. Un moment, vous avez dit que ça vient de prolégoïdes. Est-ce qu'il y a une question de l'organisme? La deuxième question, c'est qu'en fait, il faut faire comme des bactéries. On sait que la recherche des antibiotiques est sécule. On cherche d'autres moyens. Est-ce qu'il y a de ce côté-là des éléments qui font avancer les choses? Alors, votre première question, l'œil et le poids. Alors, ça, c'est finalement pas directement lié à CRISPR. C'est lié au système de délivrance.
C'est-à-dire que quand on fait des traitements comme ça in vivo, on va utiliser, on ne peut pas délivrer CRISPR, enfin voilà, il faut le formuler, quoi. D'accord, c'est évident parce que sinon ça reste bloqué dans la circulation, on n'y arrivera pas. Et donc finalement, là du coup, on se repose sur tous les travaux qui ont été faits, notamment pour les approches de thérapie génique classiques, hein, je dirais. Et donc il y a deux grandes comment dire, familles de vecteurs qui sont les vecteurs viraux, donc type AAV, associés à l'adénovirus, quoi, qui sont vraiment validés, qui sont largement utilisés. Il y a déjà des choses qui sont comment dire, utilisées comme traitement avec du AAV. Et donc, ces vecteurs-là, ou des approches qui sont des vecteurs chimiques. Et en fait, pour l'instant, ces vecteurs-là, ils ont un tropisme pour notamment l'œil et le foie. Voilà. Alors après, il y en a certains, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits qui peuvent permettre d'atteindre les bronches, mais voilà, donc ça dépend vraiment de la formulation et non pas de CRISPR à proprement parler. Ah, est-ce que CRISPR peut être utilisé pour finalement comme alternative aux antibiotiques? Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à l'Institut Pasteur, il y a un groupe qui développe des approches effectivement CRISPR pour faire des antibiotiques. Tout à fait. Si possible, bien dans le CRISPR, on a la possibilité d'aller casser l'ADN, donc ce n'est pas prévu, avec des conséquences qu'on peut imaginer. Bien sûr, non, c'est une bonne question que je n'ai pas eu le temps d'aborder, même si j'avais la diapo. Effectivement, donc ce qui fait la puissance de l'approche et ce que je vous ai présenté, c'est de se dire on peut aller très précisément à l'endroit qu'on a choisi. Alors, c'est pas magique. Oui, il a été montré dès le tout premier papier en 2012 qu'on pouvait aller ailleurs. Mais néanmoins, il y a aujourd'hui beaucoup de réponses pratiques à ça et pour essayer d'aller le moins possible ailleurs. Bon, déjà, je dirais que c'est quand même très spécifique, c'est-à-dire on va principalement à l'endroit où on va, mais on peut aller un peu ailleurs. Et dans des approches thérapeutiques, c'est essentiel parce que le un peu, même si c'est 0,1%, quand on va traiter des millions de cellules, c'est quand même important. Donc, il y a encore tout un enjeu vraiment là, mais les réponses pratiques qu'on a à ça sont, de développer des approches expérimentales qui sont de plus en plus sensibles et fiables pour aller évaluer sans a priori à l'échelle du génome ce qui s'est passé. Donc ça existe et donc on peut faire ça. On peut aller regarder ce qui se passe. Voilà. Ces approches, elles ont permis de montrer qu'effectivement, il se passait des choses ailleurs, mais que cet ailleurs, on pouvait le prédire. On peut le prédire bioinformatiquement. Pourquoi? Parce que ce sont tout le temps des séquences qui ressemblent à la séquence qu'on cible. Donc en fait, il y a des tas d'outils bioinformatiques qui ont été développés, qui sont en ligne, qui permettent, avant de faire une étude CRISPR, d'aller choisir la séquence qui, a priori, a le moins de chances d'aller ailleurs. Donc ça, évidemment, ce ne sont que des probabilités, mais ça donne déjà plus de chances d'être plus spécifique. Et dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui sont développés pour développer des systèmes qu'on appelle haute fidélité en modifiant la protéine elle-même et qui permettent justement d'éliminer beaucoup de sites off. Et enfin, c'est ce que j'évoquais tout à la fin, ces nouvelles générations de CRISPR qui font plus de cassure double brin permettent aussi de faire plus de choses sur le site attendu qu'ailleurs. Voilà, globalement, oui, il se passe des choses ailleurs, c'est minoritaire, mais il y a des solutions pratiques à ça et on a les moyens de le vérifier. C'est surtout ça, je crois, qui est important. Parce qu'on sait bien que n'importe quel médicament va pouvoir avoir des effets secondaires, mais là, on a le moyen d'aller regarder où ça se passe. Alors, je ne peux pas ne pas réagir au mot froid non plus, parce que c'est mon ADN, comme on dit souvent maintenant. Il y a beaucoup de maladies monogéniques dans le foie, et donc, est-ce que vous savez où on en est dans le traitement? Vous avez parlé de l'amyloïdose, par exemple. Oui. Et l'amyloïdose, et les autres, pour l'instant, comme la maladie de Crigler-Najjar et tout, n'est pas de... Oui, c'est vrai alors je ne sais pas, parce que vraiment, ce n'est pas mon domaine, mais effectivement, l'exemple que je citais, et il y a quelques maladies métaboliques qui sont à l'essai. Je pourrais vous envoyer les papiers, mais là, je ne vous en dirai pas plus.
J'avais une dernière question. On dit toujours que développer un nouveau médicament, c'est extrêmement cher. On a l'impression qu'avec CRISPR, on a quelque chose qui ne coûte rien. Oui, alors là aussi, ce n'est pas directement mon domaine, mais en ayant parlé notamment avec des gens comme Alain Fischer, CRISPR, ça ne coûte rien en laboratoire. Mais quand on fait un médicament, ce n'est pas le cas. Et effectivement, il me semble un des points importants avec ces approches, que ce soit même thérapie génique standard ou CRISPR, c'est le coût du traitement. Aujourd'hui, les coûts qu'on avance, c'est 400 000 € par traitement, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, je crois que c'est un vrai enjeu. Moi, je suis convaincue, parce que je suis optimiste de nature, que si on voit qu'il y a vraiment un intérêt à développer ça, comme vous dites, en fait, les réactifs ne sont pas chers, donc il doit y avoir moyen à un moment de baisser le prix du médicament. Mais aujourd'hui, ça reste des traitements qui sont coûteux. Quand on voit le prix des réactifs pour faire des organoïdes, par exemple, c'est beaucoup plus cher encore. Il y a de l'espoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, écoutez, Karine, merci beaucoup encore une fois.